Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table, bienvenue dans ce marathon ludique numéro 8. Alors un marathon ludique qui s'est passé sur 2-3 jours avec une dizaine de jeux. Et alors je vais commencer tout de suite par les titres Madeleine de Proust, puisque voilà, on a ressorti certains titres du placard, à commencer par le Puissance 4. Alors le Puissance 4, je ne vais pas vous le présenter ici tout simplement parce que je l'ai pas chez moi. Voilà, c'est un titre qu'on a sorti de chez mes beaux-parents. Et faut savoir que mes filles aiment bien y jouer, donc voilà, je me suis fendu de 2-3 parties de Puissance 4, là comme ça, c'était... bon voilà, c'est le Puissance 4, hein, donc voilà, bien entendu, ça fait ressurgir certains souvenirs, mais sinon, en termes d'intérêt ludique, il n'y en a quasiment aucun. À partir du moment où tu commences la partie, ben, t'es quasiment sûr de gagner, mais à partir du moment où, bien entendu, voilà, tu n'es pas un enfant, hein, et tu vas pas t'amuser à mettre les pions sur le côté, dans l'angle, etc., etc. Bon, ça m'a quand même fait plaisir de pratiquer à nouveau ce jeu-là, donc voilà. Alors ensuite, second jeu, Madeleine de Proust, vous voyez, celui-ci, je l'ai. Alors ce n'est pas avec cette version-là que nous avons joué, vous voyez, il est un peu plein de poussière, celui-là, c'est parce qu'il est tout en haut de ma ludothèque. C'est avec la version originale, celui-là c'est une version collector, hein. Je crois qu'il fêtait les 20 ans de Labyrinthe, et donc dedans il y a des petits pions qui sont un petit peu différents de la version d'origine, puisque là il y a des pions qui ressemblent à des sorciers à l'intérieur. Voilà, c'est une version un petit peu amélioré avec une boîte en métal. Alors bien entendu, Labyrinthe c'est un énorme classique, hein. Alors pour ceux qui auraient loupé leur enfance et qui n'auraient jamais joué à ce jeu, ben regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez tout plein de tuiles, voilà, qui représentent bien tout simplement les couloirs d'un labyrinthe, avec des murs, avec à l'intérieur des items, des trésors à récupérer. Et donc il va falloir que chacun son tour, on récupère un item, donc en bougeant ici les petites tuiles. Donc on peut les pousser et essayer de former un chemin. Alors ensuite, on peut se déplacer aussi loin que l'on veut avec son pion. Ce qui veut dire que si on arrive à relier notre pion à l'item qu'on recherche ce tour-ci, eh bien on s'en empare immédiatement. Donc voilà, c'est un jeu qui demande quand même un peu de réflexion, qui demande un peu de tactique, et puis on n'hésite pas à emmerder les autres joueurs autour de la table aussi, donc il est très fun. Et personnellement, hein, je vous l'avais dit, dans le top 50 des jeux de mon enfance, c'est très certainement celui auquel j'ai le plus joué étant enfant. Alors ensuite, on a quoi ici? On a encore une boîte en métal, les bâtisseurs Moyen-Âge. Alors il existe aussi les bâtisseurs Égypte, et il me semble que c'est tout. Voilà, alors je connais que celui-là, moi, hein, je connais que les bâtisseurs Moyen-Âge, et je trouve que pour le coup, c'est un excellent jeu d'initiation comme ça au jeu de gestion, au jeu de city building. Les bâtisseurs Moyen-Âge, tout simplement, vous allez avoir des bâtiments, ici une pioche de bâtiments à construire, avec à chaque fois 5 choix de bâtiments. Vous allez avoir également une pioche d'ouvriers qui vont pouvoir travailler sur vos chantiers. Donc tout simplement, à chaque tour de jeu, vous allez disposer de 3 actions. Donc vous pouvez piocher un chantier, 2 chantiers, 3 chantiers, comme vous voulez. Vous pouvez également recruter de l'ouvrier que vous allez mettre dans votre réserve. Vous pouvez envoyer vos ouvriers sur les chantiers, donc là il va falloir leur payer un salaire, bien évidemment, hein, ils travaillent pas gratuitement. Donc le système est plutôt malin, puisque chaque ouvrier dispose de compétences, donc ça peut être dans la charpente, ça peut être dans les tuiles, ça peut être dans la bâtisse elle-même, dans les pierres, ça peut être aussi dans l'ingénierie. Donc voilà, on va essayer de faire venir tous les ouvriers qui vont pouvoir répondre en fait aux besoins du chantier et pouvoir compléter le chantier. Donc bien entendu, les chantiers vont demander plus ou moins d'ouvriers compétents, et vont nous coûter plus ou moins cher. Puis aussi, ils vont nous prendre plus ou moins de temps. Et dès qu'on a fini un chantier, en général, ça va nous rapporter de l'argent, ou alors des compétences supplémentaires, genre quand on va construire des outils qui vont aider nos ouvriers, bien entendu, ça sera considéré comme des ouvriers gratuits qui vont nous aider sur les chantiers. Donc là, ça nous rapporte pas forcément de pognon dans l'immédiat, mais surtout quand on a construit un bâtiment, ça va nous rapporter des points de gloire, et le but du jeu, c'est d'arriver à 17 points de gloire pour mettre un terme à la partie. Donc si vous devez sortir quelque chose comme ça pour initier des non-joueurs aux jeux de société modernes comme ça, avant de les envoyer sur du Agricola ou autre, testez les bâtisseurs du Moyen-Âge, vraiment c'est génial. Alors ensuite ici, on a, pour le coup ça c'est un jeu pour enfants, je vais passer extrêmement vite dessus parce qu'on en a déjà parlé lors du dernier marathon ludique, c'est les 3 petits cochons. Donc dedans il y a le conte, il y a le jeu, il suffit de bâtir des maisons en paille, en briques, en bois, ou même des maisons mêlées, voilà, avec plusieurs matériaux. C'est du Yahtzee, hein, c'est un yams à la con, voilà, vous lancez des dés, et donc on va pouvoir conserver des dés de côté, voilà, relancer certains pour essayer d'obtenir un meilleur résultat. Bien entendu, les matériaux n'ont pas le même coût, hein, c'est-à-dire que la paille ça va coûter moins cher que le bois, et le bois ça va coûter moins cher que la brique, pour la simple et bonne raison que sur les dés il y a aussi des faces-loups, et donc lorsqu'on obtient 2 faces-loups, on peut cibler une maison et souffler dessus, et bien entendu la paille ça part plus vite que la brique. Donc c'est un jeu qui s'adresse à la fois aux enfants, mais là aussi éventuellement aux adultes qui ne connaîtraient pas forcément
trop bien les jeux de société modernes. Là, vous allez pouvoir leur proposer en fait un Yams, un Yahtzee bien amélioré. Et surtout, vous allez apprendre soit à vos enfants, soit à vos néophytes de joueurs, qu'on peut scorer sur plusieurs tableaux, parce que à la fin, on va pouvoir compter la hauteur de la maison, on va pouvoir compter le nombre de maisons, on va pouvoir compter les matériaux de la maison, on va pouvoir compter le nombre de pots de fleurs. Donc voilà, il y a plein de manières de scorer, les premiers qui ont fini, ceux qui ont fait la plus haute maison, et avec les enfants, ça marche du tonnerre. Alors ensuite, ici, nous avons le lièvre et la tortue dans la même collection, vous voyez, on a fait coup double. C'est un jeu qui marche super bien ici, tout simplement parce qu'il est très simple à comprendre et en même temps il est tactique, il est malin. Alors je sais que c'est pas un jeu qui fait forcément l'unanimité parce que dans son principe en fait vous ne dirigez pas forcément un personnage, vous allez parier sur 1 à 2 personnages dans la course. Et donc du coup voilà, il y a des gens qui aiment bien juste se focaliser sur un personnage, n'avoir que celui-là, faire en sorte qu'il n'y ait aucun adversaire qui le dirige autour du plateau. Bon ben là ça sera pas ça évidemment. Si moi je joue le renard et toi en face tu as également le renard, et bien on va faire en sorte tous les deux de l'amener derrière la ligne d'arrivée dans les premiers. Et ça n'empêche pas qu'on va peut-être se tirer la bourre quand même parce que toi t'as la tortue en plus et puis moi j'ai le loup. Donc comme je viens de le dire en fait, il y a 5 personnages différents dans ce jeu, il y a la tortue, le lièvre bien entendu, mais il y a aussi le loup, l'agneau et le renard. Et ces 5 personnages ont vraiment des façons de courir très différentes. La tortue par exemple, peu importe qu'on joue des cartes ou pas, eh ben, elle va avancer quand même. Le lièvre lui va courir assez régulièrement sauf s'il est premier et sauf s'il joue trop de cartes. Le renard va avancer du nombre de cartes que l'on joue. Le loup il avance assez lentement mais lui il peut immobiliser l'ensemble des autres animaux. Et l'agneau lui c'est un sprinter hors pair mais il est obligé de s'arrêter à chaque fois qu'il y a une rivière parce que il est fatigué. Et donc pour faire avancer les concurrents, eh bien il faut jouer leurs cartes. Sachant que un tour de jeu s'arrête quand on a joué 8 cartes ou quand on a joué 4 cartes du même animal. Donc voilà, je vous laisse imaginer, voilà, c'est assez malin. On peut essayer de gaspiller des cartes comme ça d'autres animaux parce que voilà, je vais pas vous faire dans le détail mais il y a certains animaux en fait si on joue trop de cartes, ben, ça leur sert à rien. Donc des fois ben, on va se défausser des cartes qui nous intéressent pas et du coup ça va pénaliser les autres joueurs parce que ces cartes là bien elles vont leur manquer par la suite pour faire avancer leur animal. Donc moi je trouve que c'est un jeu qui est très malin, qui est très accessible en plus. Voilà, j'en avais déjà parlé dans mon top 10 sur les jeux de course et je vous le recommande. Ici on a un jeu de pichenette au thème mais absolument loufoque, un cairn. C'est un jeu dans lequel en fait on va jouer des hommes préhistoriques qui jouent au curling. Alors c'est un thème loufoque et d'ailleurs c'est tout à fait logique puisque son auteur Daniel Kodbak avait déjà produit Ooga Booga, donc ce mec est obsédé par les hommes de la préhistoire, voilà, et il rigole bien autour de ce thème là. D'ailleurs je précise qu'il avait vu la vidéo sur Ooga Booga sur la chaîne puisqu'il avait laissé un petit commentaire en dessous, c'était très sympa de sa part. Donc Cairn, voilà, c'est un jeu des fouloirs, un jeu de pichenette. Moi j'adore les jeux de pichenette et donc vous avez en fait une piste comme ça avec ici un lac et donc au bout vous avez une petite grotte avec du feu et donc va falloir taper comme ça dans des cailloux par coup de pichenette pour essayer d'atteindre le centre du feu. Bien entendu il y a 2 équipes donc on va se tirer la bourre. Alors viser dans ce jeu est facile, par contre bien doser le tir c'est pas forcément évident et le jeu ne s'arrête pas là puisqu'en plus on a des petits items dedans qui sont alors des grosses et des petites massues qui vous permettent en fait d'aller un petit peu plus loin avec votre pierre pour affiner un petit peu le tir et vous avez également des petits jetons qui vont protéger vos pierres, voilà, des tirs ennemis. Donc c'est un jeu qui est extrêmement fun. Alors bien entendu hein, c'est un jeu de pichenette donc vous n'allez pas rester assis autour de Cairn, hein, vous allez tourner autour comme si vous jouiez j'en sais rien moi un billard, voilà. Donc si vous aimez les jeux de pichenette, en plus franchement le tapis de jeu est magnifique, il y a tout plein de détails dessus, complètement délirant, voilà, autour des hommes préhistoriques, donc je vous le recommande. Alors ici nous avons un jeu pour les enfants, un jeu qui s'appelle Vite cachons-nous et alors là pour le coup voilà, c'est vraiment pour les très jeunes enfants, c'est un jeu qui est très beau avec tout plein de mobilier à l'intérieur, de mobilier en 3D. Et le principe est extrêmement simple, voilà, on est basé sur le conte Le Loup et les 7 chevaux, voilà, c'était vraiment le festival des contes là, lors de ce marathon ludique. Et donc le but du jeu pour les chevaux, ça va être de se cacher dans les meubles en 3D, alors qui sont vraiment très beaux, hein. Vous avez des horloges, vous avez du lit, vous avez de la table, vous avez une bassine, etc., etc. Certaines de ces meubles ont des règles un petit peu particulières, c'est-à-dire que si on vous trouve pas sous la bassine, vous allez scorer 2 points, si on vous trouve pas dans l'horloge, le loup va perdre 1 point, etc., etc. Mais bon, voilà, c'est très succinct au niveau des règles du jeu et vous êtes absolument pas obligé d'appliquer les règles de la bassine et de l'horloge, vraiment, voilà, pour que ça reste accessible auprès des plus jeunes joueurs. C'est vraiment un jeu qui est accessible à partir, moi je dirais, de 3 ans. Là il est marqué 4 ans, mais 3 ans c'est tout à fait jouable. Et donc il y a un des joueurs qui va jouer le loup, à l'intérieur il y a une petite peluche loup, voilà, qui est très mignonne, voilà, qui peut faire peur aux enfants, si vous reniflez un petit peu les meubles comme ça.
Alors, bien entendu, c'est un jeu qui exige un peu de roleplay en tant que parent. Voilà, si vous jouez le loup, eh ben mettez-vous de côté, cachez-vous, chantez, promenons-nous dans les bois, une fois et deux fois, je mets ma culotte, mes chaussures, bondissez, rugissez, faites peur à vos gosses ou pas. Mais voilà, moi c'est ce que je fais. Voilà, et ça marche bien depuis leur plus tendre enfance, c'est parfait. Et du coup, elles-mêmes maintenant, elles peuvent jouer le loup, donc c'est pareil, elles font leur rôle, hein, elles reniflent un petit peu. Voilà, c'est un jeu sur lequel je passe très rapidement parce que il y a pas grand-chose à raconter. Et puis, si jamais vous voulez vraiment en savoir plus, il dispose d'une vidéo sur la chaîne. Alors ici, mes amis, voilà un bon petit jeu de tuiles, un bon petit jeu de placement. Voilà, Talouva est un très bon jeu si vous aimez les jeux de tuiles comme ça, avec de jolis éléments hein, en bois. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez construire une île, donc au fur et à mesure, hein, comme dans un Carcassonne, vous allez piocher une tuile, vous allez la poser, vous allez agrandir l'île, sauf que là, il y a une dimension 3D, c'est-à-dire que vous n'allez pas seulement vous étaler comme ça à l'horizontale, vous allez pouvoir grossir aussi à la verticale. Alors il y a des règles de jeu, je ne vais pas vous préciser dans le détail comment on pose les tuiles, hein, mais vous avez compris que ça va créer un paysage tout à fait magnifique et en relief, et donc vous allez pouvoir scorer de plusieurs manières différentes. Alors par exemple en posant une petite hutte, voilà, sur une petite case, mais vous pouvez, lorsque vous vous êtes étendu un petit peu au niveau des villes, poser des temples qui vont non seulement vous protéger des éruptions volcaniques, hein, qui sont ces fameux événements pendant lesquels on va pouvoir comme ça grimper à la verticale, et donc ça va écraser les villages, mais voilà, les temples nous protègent, donc ça peut être utile. Et puis c'est surtout, voilà, au niveau du décompte final, en fait, on va scorer d'abord sur les temples. Alors les temples, vous voyez, c'est ça, et puis on peut également construire des tours ici, qui ne sont constructibles que sur les zones de dénivelé, qui vous protègent également, et qui surtout vous assurent la victoire s'il y a une égalité sur les temples. Et voilà, donc on compte les temples, on compte les tours, et puis ensuite, eh bien, on compte les huttes, si jamais il y a une égalité sur les temples et les tours. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur Talouva? Plus c'est haut et plus on peut construire, c'est-à-dire que vous construisez sur le plan, en fait, les huttes, elles vont arriver à l'unité, alors que sur un sol de niveau 3, par exemple, avec 3 tuiles, eh bien, vous pourrez en bâtir 3. C'est un jeu qui incite un petit peu à s'étaler pour pouvoir construire certains bâtiments, mais pas trop quand même. Il faut aussi s'exploser au niveau des colonies pour pouvoir en construire suffisamment. Puis dans ce jeu, il y a vraiment un effet un petit peu surpopulation, parce que, voilà, comme on s'étale pas forcément à l'horizontale et qu'on grimpe un petit peu, eh ben, forcément, il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Et d'ailleurs, on peut gagner en poussant les adversaires à la faute, hein, puisqu'on peut les éliminer s'ils ne peuvent plus construire. Donc voilà, perso, j'ai jamais vu ça, mais bon, voilà, ça y est dans la règle en tout cas. Donc voilà, si vraiment vous aimez les jeux de tuiles bien faits, bien malins, bien fins, ben écoutez, moi je vous conseille vraiment Talouva. Nous on enchaîne les parties dessus à chaque fois, c'est vraiment très malin. Alors ici, c'est pas la même ambiance. Après l'île déserte exotique, nous allons du côté de Whitechapel pour parler des lettres de Whitechapel. J'en avais parlé dans mon top des jeux à deux. Je trouve que c'est un jeu qui est excellent. Alors, c'est pas forcément un jeu à deux, hein. Whitechapel, c'est un jeu auquel on peut jouer de 2 à 6 joueurs, mais comme Scotland Yard, en fait, il est calibré pour jouer à 2 joueurs. Tout simplement parce que, vous l'aurez compris, c'est un jeu de chasse à l'homme. D'un côté, il y en a un qui va incarner Jack l'Éventreur, qui va assassiner des victimes. Et là, il va vraiment avoir l'action d'assassinat. Il va pas juste se contenter de fuir, en fait. Il va vraiment choisir des victimes. Et de l'autre côté, les enquêteurs, ou un personnage, voilà, qui joue tous les enquêteurs, qui vont essayer de resserrer les taux autour de lui et puis de l'emprisonner. Alors, je parle de Scotland Yard, et pour cause, hein, parce que c'est vraiment son fils spirituel, hein, pour le coup, puisque vraiment, il est, voilà, c'est un jeu de chasse à l'homme qui est basé, en plus, qui se passe à Londres. Hein, bon, même si Scotland Yard se passe à Londres dans sa globalité, et que là, on se limite au quartier de Whitechapel, mais qui est magnifique, vraiment, regardez ce plateau, il est très beau, le thème est sordide, donc ça rajoute voilà, un petit peu de piquant à cette chasse à l'homme. Et en plus de ça, ce que je vous disais, en fait, on va faire un petit peu plus de choses que dans Scotland Yard, c'est-à-dire que Jack va vraiment assassiner des personnages, donc il va falloir pour l'enquêteur essayer d'identifier qui seront les prochaines victimes sur le plateau de jeu, de manière à pouvoir peut-être le coincer plus facilement, et déjà se préparer pour la traque. Pareil, c'est Jack qui va décider de l'heure du crime, c'est-à-dire qu'il va attendre peut-être de laisser passer quelques tours pour vérifier quelles sont les vraies et les fausses patrouilles. Après, c'est un jeu, voilà, qui dure 4 nuits, alors 4 nuits pas en temps réel, 4 nuits dans le jeu, et donc il va y avoir des nuits un petit peu particulières. Par exemple, la 3e nuit, il va y avoir un double meurtre, donc vous savez pas forcément d'où va partir Jack, alors que les nuits précédentes, ben, vous savez, hein, voilà, il y a eu un meurtre ici, donc vous savez qu'il est là à ce moment-là précis. Jack va disposer de déplacements spéciaux, comme les fiacres par exemple, qui lui permettent d'aller plus vite. Il va disposer de lanternes qui vont lui permettre de couper dans les pâtés de maison, dans les ruelles. Donc moi, c'est un jeu que je recommande énormément, parce que c'est un jeu de chasse à l'homme, et les jeux de chasse à l'homme procurent chez moi
une adrénaline de fou, c'est-à-dire que vous jouiez Jack, bon ben Jack, c'est jouissif parce que vous êtes en train en fait de voir les enquêteurs piétiner et vous passez au travers des mailles et donc c'est rigolo pour vous, mais d'un autre côté, vers la fin de la partie, vous allez vraiment serrer les fesses, vous allez vraiment stresser parce que c'est dur quoi, passer au travers des mailles sur la fin quand on commence à savoir un petit peu où est votre cachette, d'où vous partez, etc., il y a de moins en moins de possibilités. Eh ben c'est dur et vous transpirez, et quand vous jouez les enquêteurs, ben au début, évidemment que c'est compliqué parce que vous piétinez, etc., mais c'est excitant d'essayer d'imaginer, d'essayer de calculer le chemin qu'a pu suivre Jack, et à la fin ça devient jouissif pour vous parce que vous sentez bien que vous vous rapprochez de l'objectif, vous sentez bien que la nasse se resserre comme ça autour de Jack et que c'est lui qui est en train de transpirer maintenant. Donc voilà, moi c'est un style de jeu qui me sied à ravir, et en plus de ça, voilà, avec le thème comme ça, Whitechapel, Jack l'Éventreur, c'est parfait, je recommande. Dernier jeu de la pile, dernier jeu de ce marathon ludique, Flick 'em Up, qui est là aussi un jeu de pichenette, voilà, un petit peu plus complexe pour le coup que Kern, mais bon, voilà, vous inquiétez pas, c'est un jeu de pichenette, donc hein, au niveau de la mécanique, vous avez compris. Alors c'est Flick 'em Up, c'est même pas un jeu de pichenette, ils dissocient à l'intérieur dans la règle de jeu, ils disent que c'est un jeu de pitch, c'est-à-dire que vous n'appuyez pas comme ça l'index sur le pouce, au contraire, en fait, vous appuyez votre pouce sur la table et hop, vous faites balancier comme ça à partir de la table en fait avec l'index, donc c'est un petit peu différent au niveau de la mécanique. Attention, il y a des nuances entre le pitch et la pichenette. D'ailleurs, faudra que je vérifie dans Pitchcar si c'est des pitch ou des pichenettes. Putain, si ça se trouve, je joue mal à Pitchcar depuis le début. Et donc, Flick 'em Up, alors, c'est un jeu dans lequel eh bien, vous allez incarner ici des cow-boys, des shérifs et des hors-la-loi, et donc vous allez vous tirer dessus, vous allez vous déplacer dans des villes qui sont très bien faites, hein. Vous voyez les bâtiments comme ça en 3D, en hauteur, sur des socles, il y a des cactus meeple, il y a tout plein de trucs, vos personnages ont des chapeaux, ils sont très bien faits, et puis il y a des otages, il y a de la dynamite, il y a des Winchester, il y a tout un tas de trucs qui font que c'est vraiment un jeu de pichenette complet, un jeu de pitch pardon. Donc les déplacements se font en pitch dans la ville, les tirs se font également en pitch, à chaque fois tu peux tirer 2 fois, hein, soit à droite soit à gauche de ton meeple, et si tu fais tomber le meeple adverse, eh bien il perd un point de vie tout simplement. Donc le matériel est vraiment aux petits oignons, hein. Là je vous l'ai pas montré mais c'est une boîte totalement en bois, hop là. Voilà, c'est vraiment, c'est du lourd, c'est du solide, faut faire attention là où vous la mettez dans la ludothèque parce que sinon, si vous la mettez en haut, elle risque d'écraser toutes les autres boîtes en dessous. Mais voilà, c'est un pur jeu des fouloirs, on peut rentrer dans les bâtiments, je vous dis, on peut tirer avec plein d'armes différentes, on peut essayer de sauver des otages, faut éviter de leur tirer dessus, bien entendu. Alors nous, moi je vous parle d'otages, d'autres armes et tout ça, mais nous, on s'est toujours contenté du premier scénario en fait, donc je peux pas vous dire si les autres scénarios sont bons. Nous on joue vraiment avec les règles de base, juste t'avances, tu tires. Et pour l'instant en fait le côté va chercher des objets dans un bâtiment, utilise de la dynamite, empoisonne de l'eau, j'ai vu qu'on pouvait empoisonner l'eau aussi. Ça on connaît pas, tout simplement parce que comme je joue à Flick 'em Up avec mes filles, et ben du coup on joue avec les règles les plus simples possibles. Alors après il est un petit peu cher parce que voilà le matos, mais sinon si vous cherchez un jeu de pichenette comme ça, c'est juste parfait. Voilà, j'espère que ce nouveau marathon ludique vous aura plu, qu'il vous aura donné tout plein d'idées de jeux à pratiquer. Et en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo d'ici 15 jours je pense, voilà, n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.